Nous allons continuer la présentation du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Nous vous avions déjà présenté l'introduction avec le récapitulatif. Aujourd'hui, c'est pour vous parler du premier chapitre. Nous allons commencer le premier chapitre. Mais avant de commencer, bienvenue aux nouveaux qui sont arrivés sur notre chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Aux anciens, nous leur disons merci pour nous avoir soutenus. Père riche, Père pauvre. Un livre incontournable. Un livre que tout le monde devrait lire si on veut vraiment réussir dans les business en ligne. Bref, dans les business. Voilà, chapitre 1, première leçon. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. C'est surprenant, non? On dit que les riches travaillent beaucoup, mais ils ne travaillent pas pour l'argent. J'espère que vous avez compris. Est-ce qu'on a besoin de lire encore? Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Père, peux-tu me dire comment devenir riche? C'est père pauvre, c'est l'enfant qui demande comme ça à son père. Mon père referma le journal du soir. Pourquoi veux-tu devenir riche, mon fils? Parce qu'aujourd'hui, la mère de Jimmy conduisait leur nouvelle Cadillac et se rendait passer la fin de semaine dans leur maison de campagne. Jimmy emmenait 3 de ses amis, mais Mike et moi n'avons pas été invités. On nous a dit que nous ne l'étions pas car nous sommes des enfants pauvres. C'est très simple, compréhensible. Ils ont dit ça, demanda mon père d'un air incrédule. Oui, ils l'ont dit, répliquai-je d'un ton peiné. Mon père hocha la tête en silence, remit ses lunettes et continua la lecture de son journal. Je restais là à attendre une réponse. Nous étions alors en 1956. J'avais 9 ans. Par un étrange coup du sort, je fréquentais la même école publique que les enfants de riches. L'industrie principale de notre ville était la canne à sucre. Les directeurs de la plantation et les autres personnes influentes de la ville comme les médecins, les propriétaires d'entreprises et les banquiers envoyaient leurs enfants à cette école élémentaire. Après la 6e année, leurs enfants étaient habituellement envoyés dans des écoles privées. Étant donné que ma famille habitait sur un certain côté de notre rue, je fréquentais cette école. Si j'avais vécu de l'autre côté de cette même rue, on m'aurait inscrit dans une école différente avec des écoliers issus de familles semblables à la mienne. Peut-être c'est à la mienne. Après la 6e année, ces derniers et moi-même devions fréquenter l'école secondaire publique. Il n'était pas question d'école privée pour eux ou pour moi. Mon père finit par déposer le journal. Je voyais qu'il réfléchissait. Eh bien, mon garçon, commença-t-il doucement, si tu veux devenir riche, il te faut apprendre à faire de l'argent. Comment fait-on de l'argent? Lui demandai-je. Eh bien, réfléchis, mon garçon, dit-il en souriant. Ce qui signifiait, je ne t'en dirai pas plus, ou je ne connais pas la réponse, ne m'en demande pas davantage. La formation d'une association. Le matin suivant, je répétais les paroles de mon père à mon meilleur ami Mike. À ma connaissance, Mike et moi étions les seuls enfants pauvres de l'école. Mike me ressemblait car lui aussi fréquentait cette école par un singulier coup du destin. Quelqu'un avait délimité le territoire du secteur scolaire et nous avions abouti dans le même établissement que les enfants riches. Nous n'étions pas vraiment pauvres, mais nous avons été comme tous, car tous les autres garçons avaient des gants de baseball menés, des bicyclettes neuves, tout ce qu'ils avaient était neuf. Nos parents assuraient nos besoins essentiels, nourriture, logement, vêtements. Oui. Mon père disait, si tu veux quelque chose, travailler pour te le payer. Si tu veux quelque chose, travaille pour te le payer. Des choses, nous en voulions
mais les emplois étaient rares pour des garçons de 9 ans. Comment donc devrions-nous y prendre pour faire de l'argent? Demanda Mike. Je ne sais pas, répondis-je. Mais veux-tu devenir mon associé? Et c'est ainsi que, ce samedi-là, Mike devint mon premier associé. Mais passâmes toute la matinée à échafauder des plans destinés à nous enrichir. Vous voyez, déjà des enfants qui cherchent à devenir riches et ils cherchent des moyens à s'enrichir. Par moments, nous évoquions Jimmy et les autres en train de s'éclater à sa maison de campagne. Cela nous faisait un peu mal, mais d'un mal bénéfique qui nous stimulait dans notre projet de faire de l'argent. Enfin, cet après-midi-là, un éclair de génie traversa nos esprits. C'était une idée que Mike avait puisée dans un livre de sciences. Très excités, nous échangeâmes une poignée de mains et ce fut la naissance de notre entreprise. Au cours des semaines qui suivirent, Mike et moi sillonnâmes notre quartier, frappant aux portes pour demander à nos voisins de bien vouloir mettre de côté leurs vieux tubes de dentifrice. Intrigués, la plupart des adultes acceptèrent avec le sourire. Certains voulaient en savoir plus long. Nous répondions, impossible de vous le dire, secret professionnel. L'inquiétude de ma mère grandissait au fil des semaines. Nous avions choisi un coin près de sa machine à laver pour y entreposer notre matière première. Dans une boîte en carton qui avait jadis contenu des bouteilles de ketchup, notre petite provision de tubes de dentifrice prit de l'ampleur. Un jour, ma mère en eut assez. La vue de ce monticule de tubes de dentifrice sales et déformés ayant appartenu à nos voisins finit par la mettre hors d'elle. Que faites-vous les garçons? Et ne me parlez pas de secret professionnel. Faites le ménage ou je mets tout ça au dehors, aux ordures. Mike et moi l'avions imploré et supplié de nous laisser faire, lui expliquant que nous aurions bientôt assez de tubes pour commencer la production. Nous la visions que nous entendions encore les tubes de quelques voisins qui achevaient leur dentifrice. Maman nous fit grâce d'une semaine. La date du début de la production fut repoussée. La pression montait. C'était ma première association et une menace d'éviction planait déjà sur nous par les bons soins de ma propre mère. Mike fut chargé d'inciter les voisins à utiliser plus rapidement leur dentifrice, leur rappelant les fréquentes chaînes de fabrication. Tel que prévu, la production commença. Une semaine plus tard, lorsque mon père, accompagné d'un ami, voulut s'engager avec sa voiture dans notre allée, il se trouva devant deux garçons de 9 ans opérant une chaîne de fabrication à plein régime. Tout était recouvert d'une mince couche de poudre blanche. Deux petits berlingots de lait venant de l'école étalonnés, alignés sur une longue table et sur notre grille Hibachi, des charbons de bois rouge vif dégageaient une chaleur ardente. Père marcha prudemment vers nous, ayant dû garer la voiture au bas de l'allée, car la chaîne de montagne bloquait l'accès à l'abri d'auto. En s'approchant, son ami et lui virent un bas de métal, posé sur des châssis de bois et dans lequel fondaient des tubes de dentifrice. À cette époque-là, le dentifrice ne se vendait pas dans des tubes de plastique, mais de plomb. Une fois la peinture brûlée, les tubes jetés dans le petit bac de métal finissaient par se liquéfier et à l'aide des poignées de ma mère pour saisir un objet chaud, nous versions le plomb par un orifice pratiqué dans le haut des berlingots. Les berlingots furent remplis de plâtre, de moulage, comme celui qui s'était répandu partout avant d'être mélangé à l'eau. Dans mon empressement, j'avais renversé le sac et on aurait cru qu'une tempête de neige s'était abattue sur la région. Les berlingots servaient à mouler le plâtre.
Mon père et son ami nous regardèrent verser le plomb fondu par une petite ouverture plaquée dans la partie supérieure du cube de plâtre de moulage. Attention, dit mon père. Je fis signe que oui sans lever les yeux. Une fois l'opération terminée, je déposai le bac de métal et je souris à mon père. Que faites-vous donc, les garçons? Demanda-t-il en réprimant un sourire. Nous suivons tes conseils. Nous serons riches, dis-je. Oui, dit Mike en souriant et en hochant la tête en guise d'approbation. Nous sommes des associés. Et que contiennent ces moulets de plâtre? Demanda mon père. Avec un petit marteau, je donnai quelques coups sur le joint d'étanchéité qui divisait le cube en deux. Prudemment, je retirai la partie supérieure du moule de plâtre et une pièce de plomb de 500 en tomba. « Oh non !» s'exclama mon père. « Vous coulez des pièces de 500 avec du plomb ?» Exactement, dit Mike. « Nous suivons vos conseils, nous faisons de l'argent. » L'ami de mon père éclata de rire. Mon père sourit et secoua la tête. Il avait déjà devant lui, à proximité d'une flamme et d'une boîte de tubes de dentifrice vide, deux garçonnets recouverts de poudre blanche et souriant à pleines dents. Il nous demanda de déposer le tout et de nous asseoir avec lui sur les marches de l'escalier. En souriant, il nous expliqua gentiment ce que le mot contrefaçon signifiait. Nos rêves s'écroulaient. Vraiment. Vous voulez dire que c'est illégal? Demanda Mike d'une voix chevrotante. Laisse-les faire, dit l'ami de mon père. Peut-être exploite-t-il un talent inné. Mon père lui jeta un regard mauvais. Oui, c'est illégal, dit mon père doucement. Mais vous avez manifesté une grande créativité et un esprit original. Continuez, je suis vraiment fier de vous. Déçus, Mike et moi demeurâmes assis en silence pendant une vingtaine de minutes avant de commencer à nettoyer tout ce désordre. Notre entreprise fermait le jour même de son ouverture. En balayant la poudre, je regardai Mike et lui dis « Il faut croire que Jimmy et ses amis ont raison. Nous sommes pauvres. » C'est triste. Mon père, qui était sur le point de partir, m'avait entendu. « Les garçons, dit-il, vous êtes pauvres seulement si vous capitulez. Ce qui compte le plus, c'est que vous êtes passés à l'action. La plupart des gens s'en tiennent aux paroles et aux rêves d'être riches. Vous avez agi. Je suis très fier de vous. Je leur ai dit. Continuez, n'abandonnez pas. » Mike et moi gardions le silence. C'était de belles paroles, mais ne n'étions pas plus avancés. « Alors pourquoi n'es-tu pas riche, père? » demandai-je. « Parce que j'ai choisi d'être professeur. Les professeurs ne se répondent pas vraiment de devenir riches. Seul l'enseignement ne fait de l'argent. » Mike et moi répîmes notre nettoyage. « J'ai une idée, dit mon père. Si vous voulez apprendre à devenir tel, je ne suis pas votre homme. C'est ton père qu'il faut voir. » Mon père? Demanda Mike intrigué. Oui, ton père, répéta mon père en souriant. Nous avons tous deux le même banquier, et il n'était pas d'éloge sur lui. Il m'a souvent parlé de son intelligence remarquable lorsqu'il s'agit de faire de l'argent. Mon père, répéta Mike, étonné. Alors pourquoi n'avons-nous pas un bébé comme ça? Avoir une belle maison comme celle des enfants riches, nécessairement que vous entendiez devenir, répliqua ma voix très froide. Le chapitre suivit la question de ce qui était possible. Je me suis retenu à l'argent et je raccrochai. Le père de Mike nous accordait un rendez-vous. Samedi matin à 7h30, j'ai pris l'autobus en direction du quartier pauvre de la ville. Les leçons commencent. Mike et moi rencontrâmes son père ce matin-là à 8h. Il travaillait déjà depuis plus d'une heure. Quand je m'approchai de la petite maison, simple et coquette, son contremaître partait justement au volant de sa camionnette. Mike m'accueillit à la porte. « Père est au téléphone et il te prie de l'attendre sur la véranda à l'arrière, » dit Mike en ouvrant la porte.
Le parquet de bois usé craqua lorsque je franchis le seuil de la vieille maison. Un paillasson bon marché se trouvait juste à l'entrée. Il servait à dissimuler l'usure du plancher que d'innombrables pas avaient foulé au cours des années. Bien que propre, il avait besoin d'être remplacé. Je ressentis une certaine claustrophobie en entrant dans le salon exigu qui sentait le renfermer à cause de vieux fauteuils rembourrés qui feraient aujourd'hui les délices des collectionneurs.